Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la première vidéo d'une nouvelle série qui s'appelle ABC. Donc je vais faire l'ABC de l'astrologie indienne, l'ABC de l'astrologie occidentale traditionnelle, et puis l'ABC de l'astrologie dite de l'école de Hambourg ou astrologie uranienne. Dans cette première vidéo, on va parler donc de l'astrologie indienne. On va un petit peu voir ensemble les bases. Si vous commencez ou si vous voulez apprendre l'astrologie indienne, eh bien cette vidéo va être faite pour vous. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. C'est tout simplement pour vous encourager à venir vous intéresser à l'astrologie indienne, à venir peut-être vous former si à un moment donné, eh bien cette vidéo vous intéresse, si vous avez été happé, si votre curiosité a été assouvie ou nourrie vis-à-vis de cette vidéo. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le logiciel Olympia. On va utiliser principalement ce logiciel pour notre vidéo. Je vais ouvrir un thème. Voici un thème en astrologie dite indienne ou astrologie védique, Jyotish comme on l'appelle. C'est-à-dire que les Indiens appellent ça hindoue astrologie, donc astrologie hindoue, ou Jyotish. Jyotish qui signifie la lumière. Ça vient de Jyotir, qui est la lumière sans source, la lumière divine. Et en réalité, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que ce n'est qu'au dans les années 80 que cette astrologie indienne a pris le nom de Védique astrologie, mais ça vient en fait de l'astrologie américaine en Californie dans les années 80. En réalité, les Indiens eux-mêmes n'ont jamais appelé leur astrologie astrologie védique, pour une simple et bonne raison, c'est que l'époque védique correspond à une tranche donc qui correspond environ à moins 1500, moins 900, date à laquelle furent écrits les Védas, qui est le corpus sacré de l'Inde. Le problème, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas d'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Simplement, dans la Tarva Veda, il y a 165 versets qui vont nous renseigner sur le bon moment pour poser la première pierre d'un édifice, et puis ça va être à peu près tout. C'est-à-dire que notre connaissance astrologique va se résumer à cela dans l'époque védique. Donc on ne peut pas appeler ça ce qu'on fait aujourd'hui de l'astrologie védique, tout simplement parce que ce serait un anachronisme et donc un non-sens. Par contre, on va voir que l'astrologie védique, existait dans sa forme la plus philosophique, primitive. Ça, c'est d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà à l'époque de la Bhagavad Gita, eh bien, il est fait mention des constellations qu'on appelle des nakshatras. Dans la Bhagavad Gita, ou plutôt le Mahabharata, il est une phrase où Krishna va dire ils partaient lorsque la lune était dans Pushya. Donc Pushya, ici nous avons le sud, c'est une constellation qui se situe dans la constellation du Cancer. Et puis ils étaient arrivés quand la lune était en Shravana, c'est-à-dire juste en face. Là on voit que le nœud nord est en Shravana. Donc ça fait à peu près 15 jours de distance, de temps. Et donc forcément, ça veut dire qu'on se repérait par rapport aux demeures, qu'on appelle des nakshatras ou des demeures lunaires. Ce sont en fait des petites constellations, et il en existe 27 en astrologie indienne. À l'époque, il en existait 28, on a retiré Abhijit car elle ne se situe pas réellement sur l'écliptique. En tout cas, l'étoile la plus brillante ne se situe pas, donc Vega ne se situe pas sur l'écliptique. Donc, à partir de ça, à partir de cette constatation, eh bien, on sait qu'il y avait une connaissance astronomique pointue, quand même. Et donc, le simple nom de Jyotish, à l'époque, c'était pas l'astrologie, c'était l'astronomie. Et c'est pour ça que quand on intègre dans ce qu'on appelle le Vedanga, c'est-à-dire les membres des Védas, mais ça c'était après l'époque védique, quand on intègre les Vedangas, le Jyotish au Vedanga, on parle bien plus de la connaissance astronomique, parce que c'est la seule qu'on a à l'époque réellement, que
d'une connaissance astrologique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de thème natal pour les personnes, donc il n'y avait pas de thème natal individualisé, il n'y avait pas ou très peu de thèmes horaires, hein, donc c'était extrêmement précaire. C'est-à-dire que c'était l'astrologie mondiale pour l'agriculture et puis de l'astrologie pour le roi. Mais astrologie pour le roi, est-ce que le roi va être célébré et le peuple va être heureux ou pas? En gros, c'était ça. Hein. C'était très primitif. Et donc, quand on insère le Jyotish dans les Vedanga, on est vraiment dans cette confusion de l'astronomie-astrologie, mais on est beaucoup plus tiré vers les connaissances astronomiques que vers l'astrologie. Donc aujourd'hui, lorsque vous lisez des auteurs hindous, des auteurs indiens ou des occidentaux qui se prennent, encore pire, pour des indiens, eh bien vous entendrez que l'astrologie indienne, ou pour eux l'astrologie védique, découle des rishis. Les rishis c'est quoi? Ce sont des grands sages, des grands éveillés. Le problème c'est que ça fonctionne pas comme ça, pas du tout. Ça c'est évidemment du mythe, c'est de la légende, et vous savez que les Indiens n'en ont un petit peu que faire de l'histoire. Le problème c'est que, eh bien ça s'est pas du tout passé comme ça dans l'histoire, étant donné que l'astrologie indienne ne repose pas du tout sur quelque chose de purement indien, mais au contraire sur des importations de l'astrologie chaldéenne, égyptienne et de langue grecque. Et vous retrouvez bien ici ces glyphes que vous connaissez tous, poisson, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, etc. Ça, c'est un emprunt à l'astrologie de langue grecque et à l'astrologie chaldéenne, c'est-à-dire de Babylone. Donc déjà, il y a des emprunts, ça a été fait au VIe siècle, ces emprunts-là, et même en fait au 1er siècle, c'est-à-dire qu'il y a eu un texte grec très important qui a codifié l'ensemble des techniques qu'on utilise toujours de nos jours, et ce texte a été traduit en sanskrit, et au 1er siècle de notre ère, et ça s'appelle le Yavana Jataka. Jataka, thème natal, Yavana, les Ioniens, ce sont les Grecs. Donc n'allons pas dire que l'astrologie indienne découle des grands rishis qui avaient la connaissance et depuis il n'y a eu aucun trafic, aucune modification de l'astrologie. Pas du tout. Pas du tout, puisque le premier texte qu'on a de l'astrologie indienne, ça vient de la Grèce. Et ça s'appelle le thème généliaque des Grecs, des Ioniens. Bon, donc déjà, il y a une erreur historique. Et l'idée, c'est que les Indiens ont repris ce texte avec leur divinité, avec leur culture. On retranscrit toutes les techniques grecques avec leurs mœurs, leur culture. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis au VIe siècle, donc là, évidemment, au 1er siècle, l'astrologie indienne était tropique. C'est-à-dire comme l'astrologie grecque, c'est-à-dire l'astrologie qu'on utilise encore aujourd'hui en Occident. Elle n'était pas sidérale, elle n'était pas basée sur les constellations. En fait, il y a eu 3 moments. Premier moment où on se base sur les constellations, quand on regarde la Lune, on se dit elle est dans tel groupement d'étoiles. Très bien, ça va être par exemple pour poser la première pierre d'un édifice, ça va être par exemple pour faire un voyage, ce seront pour par exemple planter certains légumes, etc., etc. Puis, donc ça c'est vraiment antiquité lointaine, puis l'époque védique, puis ensuite nous avons l'apport du Yavana Jataka, 1er siècle, et du 1er siècle au 6e siècle de notre ère. L'astrologie indienne, elle est tropique. C'est-à-dire qu'elle ne se base plus sur les étoiles, sur les constellations, mais sur les signes. C'est-à-dire sur la respiration de la lumière dans l'année, qui découle des solstices et des équinoxes, c'est-à-dire en réalité de la durée du jour et de la durée de la nuit. Et lorsque vous lisez le grand Varahamihira au 6e siècle, le Brihad Samhita, ou le Brihad Jataka, eh bien, vous verrez qu'il utilise un zodiaque tropique. C'est-à-dire, il le dit lui-même, texto,
nous allons nous caler sur un zodiaque qui a pour origine 0 bélier, 0 balance, c'est-à-dire tout simplement les équinoxes de printemps et d'automne. Exactement comme ce qu'on fait aujourd'hui en Occident. Donc quand on dit l'astrologie indienne, elle est sidérale, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et si aujourd'hui vous étudiez l'astrologie indienne avec des auteurs comme Ernst Willem, qui est un de mes professeurs, lui il interdit quasiment de faire de la sidérale. Puisque il veut revenir à une astrologie traditionnelle, celle de Varahamihira et de Parashara, qui utilisait un zodiaque tropique. C'est la raison pour laquelle, dans ce logiciel Olympia, j'ai proposé de mettre un zodiaque tropique. Voilà. Donc là, vous avez le thème de ce monsieur en zodiaque tropique. Mais vous pouvez aussi l'avoir en zodiaque sidéral. J'ai les deux. On propose ici les deux sur ce logiciel Olympia. Donc, on a clic et on appuie sur T, on a le tropique, on appuie sur S, on a le sidéral. Donc ça, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Comme ça, c'est extrêmement confortable. On va approfondir un petit peu ce carré, bien entendu, mais je voudrais juste encore dire quelques mots sur l'histoire parce que c'est très intéressant. Au VIe siècle, le grand Varahamihira, qui est considéré comme le plus grand astrologue indien, a fait se juxtaposer le zodiaque des signes, c'est-à-dire poisson, bélier, taureau, c'est-à-dire le zodiaque tropique, au zodiaque sidéral. C'est-à-dire que, alors c'est pas lui-même qui l'a fait, c'est à son époque, en réalité, que ça a été fait un petit peu après lui, puisque je vous ai dit, lui, il utilise surtout un zodiaque tropique. Et au VIe siècle, donc, on va dire 50 ans ou 100 ans après, Varahamihira, le zodiaque a été réactualisé et on a arrimé le zodiaque sidéral sur le zodiaque tropique. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez les constellations, c'est pas les signes, c'est-à-dire que ce sont les mêmes glyphes, les mêmes signes ici, mais c'est pas les signes, là ce sont des constellations. Là on parle c'est-à-dire puisqu'on est en sidéral, tout ça ce sont des étoiles. Là on est dans la constellation du bélier, dans la constellation du taureau, dans la constellation des gémeaux, etc. Bien entendu, chaque constellation est d'inégale étendue dans le ciel. Si vous prenez les poissons, elle est immense. Si vous prenez le bélier, il y a 3 ou 4 mini-planètes qui se battent en duel. Donc, ici, le simple fait de calquer un ciel en 3D sur une feuille en 2D, déjà on est sur quelque chose, sur une matrice. On est sur quelque chose d'artificiel. Et donc ce sont ici des codes. On n'était pas obligé de faire 30 degrés pour une constellation. On aurait pu faire plus, on aurait pu faire moins, on aurait pu faire d'inégale étendue. Et ça existe. Les Indiens ont décidé de faire d'égale étendue. Pour faciliter les choses et également pour, tout simplement, découper ce zodiaque. Et c'est ce qu'on appelle le zodiaque, la domification zodiacale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les constellations de 0 à 30 degrés vont devenir des maisons. La domification, c'est le système des maisons. Si bien que si l'ascendant commence pour ce natif à 0 degré, 0,6 de la balance, de la constellation de la balance, ça veut dire que il est né avec la constellation de la balance qui se levait à l'horizon. Et ce sera sa maison 1, c'est-à-dire que la maison 1 sera de 0 balance à 30 degrés balance. La maison 2 sera de 0 scorpion à 30 degrés scorpion, et ainsi de suite. Et pourquoi ce découpage qui a l'air un petit peu aléatoire de 30 degrés par constellation ou par maison? C'est tout simplement parce qu'il y a 12 lunaisons dans l'année, en moyenne. Et ces 12 lunaisons, ont lieu dans 12 constellations différentes. Ont lieu dans 12 groupements, si vous voulez, d'étoiles différentes. Donc voilà pourquoi on découpait cela en 12 parties de 30 degrés, ce qui fait 360 degrés, c'est-à-dire un cercle entier. Le zodiaque.
Donc voilà des petites choses très simples pour commencer. Alors vous avez vu, ce thème, il n'est pas rond, il est carré. Et alors je vais peut-être vous surprendre, mais en astrologie occidentale, le thème était carré également, jusqu'au 19e siècle. Et si vous lisez William Lilly, il s'amuse à dessiner ses thèmes dans son livre, c'est carré, c'est un petit peu triangulaire, parfois c'est un peu rond, bon, il s'amuse. Il s'amuse. Et donc, le thème carré, tout simplement parce que cela définit la matière. Définit la matière. Et le rond, ça définit plutôt la divinité, ce qui est parfait. Et comme le carré signifie la matière, on va utiliser cette forme carrée, tout simplement pour que l'intuition puisse arriver dans la matière. C'est en tout cas la grande idée avec l'astrologie indienne. Et c'était la même idée avec l'astrologie occidentale traditionnelle. On va donc utiliser ce système de l'Inde du Sud. Il existe une autre école de l'Inde du Nord qui utilise le système en diamant, mais tous les professeurs avec lesquels j'ai été formé et les grands noms de l'astrologie, ceux que je respecte du moins, utilisent cette école, ce thème en fait carré de l'Inde du Sud. C'est-à-dire, en haut à gauche, on commence toujours par les poissons, puisque nous sommes dans l'ère des poissons, ce qui signifie que le premier jour astrologique, c'est-à-dire entre le 20 et le 21 mars, le soleil, il sera dans la constellation des poissons, aux alentours de 6-7 degrés en fonction de l'Ayanamsa. L'Ayanamsa qui est tout simplement la prise en compte, vous voyez ici 23 degrés 43, la prise en compte du déplacement des équinoxes, de la précession des équinoxes, comme on l'appelle, qui est tout simplement la différence entre la sidérale et la tropique. On part du principe que le point vernal, qui est 0 bélier, au premier jour du printemps, en tropique, le soleil va se retrouver à 0 bélier. En sidéral, le soleil va se retrouver à 6 ou 7 des poissons, puisque vous retirerez donc 23 degrés, tout simplement, à ces 0 degrés bélier. Donc vous vous retrouverez aux alentours de 6-7 degrés poisson en fonction de l'Ayanamsa. Chaque astrologue va utiliser un Ayanamsa un peu différent, même si 80%, peuvent utiliser, même si 80% vont utiliser l'Aéri, qui est un astronome qui a travaillé sur la question et qui fonctionne quand même relativement bien. Donc, voilà pour ces questions-là, autour de l'Ayanamsa en quelques mots. Donc bien entendu, on ne parle jamais de signes en astrologie sidérale. Jamais. Puisqu'il n'existe pas. De la même manière qu'on ne parle jamais de constellations en astrologie tropique. Ça n'a aucun sens. Puisqu'on se base non pas sur les étoiles, mais au contraire sur les signes. L'astrologie occidentale, alors on en parlera quand je ferai l'ABC sur l'astrologie occidentale, elle va bien utiliser de temps en temps les étoiles fixes. Tout simplement parce que les astrologues ont repoussé un peu les étoiles pour arrimer les étoiles à leur zodiaque tropique, mais en réalité, c'est vraiment que la sidérale qu'on utilise les étoiles. On va pas beaucoup utiliser, en tout cas dans ma pratique, je vais pas beaucoup utiliser ce bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc. Tout simplement parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que la plupart des gens connaissent leurs thèmes occidentaux. Moi je suis un ascendant balance, j'ai une lune en sagittaire, et j'ai un soleil en gémeaux. Ok, le soleil en gémeaux, très bien. Mais si vous dites à la personne qu'en sidéral, elle a le soleil en taureau et la lune non plus en sagittaire mais en scorpion, elle va être tout à fait perdue. Et dans ce cas-là, la plupart des gens, tous les élèves, j'ai pas eu un élève qui m'a pas posé la question. Oui, mais j'ai ma lune en sagittaire, en tropique, en sidéral, j'ai ma lune en scorpion, du coup, j'apprends laquelle? Il faut bien comprendre une chose. Dans le ciel, la Lune n'a pas bougé. Le Soleil n'a pas bougé. Les planètes, aucune planète n'a bougé dans le ciel. C'est simplement que les astrologues, ils vont parler de deux choses différentes.
le natif, il restera à vie du signe lunaire Sagittaire et du signe solaire Gémeaux. À vie, ça bougera jamais. Par contre, il sera à vie dans la constellation lunaire du Scorpion et dans la constellation solaire du Taureau. Donc là, il y a deux manières de faire. Il y a la manière des sidéralistes qui vont prendre en compte le Taureau et le Scorpion, et ils vont prendre en compte ce Taureau et ce Scorpion en décrivant le Scorpion sidéral qui est différent du Scorpion tropique. Ils vont prendre en compte le Taureau sidéral qui est différent du Taureau tropique. Et dans ces cas-là, il y a de fortes chances que le natif se reconnaisse aussi bien dans le soleil Taureau que le soleil Gémeaux, que la lune en Scorpion, que la lune en Sagittaire tropique. Puisqu'en réalité, la définition va se recouper. Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi je vais faire autrement. Les simples constellations du Taureau, Bélier, etc. vont me renseigner pour autre chose. Elles vont me renseigner pour la puissance des planètes. Là, je vois que la Lune, elle est débile, elle est en chute en Scorpion. Pourtant, la Lune, elle n'est pas débile en tropique. Eh bien, je vais quand même me dire attention à cette Lune. Chose qu'on ne voyait pas particulièrement en astrologie occidentale, en tropique. Là, on le voit très bien en astrologie sidérale. La Lune, ici, elle est faible. La Lune, elle est très faible. La Lune, ça peut régir l'intellect, la capacité de raisonner, la capacité de percevoir les choses et de réagir, de surréagir aux événements. Ça peut être la capacité de recevoir l'information. Bon, donc là, je vois qu'il y a des difficultés vis-à-vis de tout cela. Et donc, les constellations vont me servir, les positions, ou si vous voulez, des signes en sidéral, c'est ce que j'appelle les constellations, donc poisson, bélier, etc. Ça va surtout me servir à ça. Ça va me servir à regarder la puissance des planètes. Donc là que je vois la Lune est faible, je vais me dire, il y a des difficultés au niveau psychique. Et le problème, le natif, ici a un problème, un déficit mental. Donc là, on le voit très bien avec l'astrologie sidérale. Également, ce qui est très intéressant, c'est que les planètes sont plus ou moins amies ou ennemies. Et les constellations du Lion, de la Vierge, Balance, etc. vont nous renseigner sur comment cohabitent les planètes entre elles. Parce que là, dans ce thème, toutes les planètes sont interdépendantes. Toutes les planètes sont entre elles et communiquent entre elles. Donc ça, c'est aussi très intéressant, et voilà comment moi je vais me servir de ces constellations. Et puis, il y a une autre façon de faire, et c'est celle que je vais avant tout prioriser, ça va être l'étude des nakshatras. Les nakshatras, ce sont, donc vous avez 12 constellations du Bélier au Poisson, et vous avez 27 nakshatras, micro-constellations, qui font 13 degrés 20 chacune, d'égale étendue. Donc encore une fois, c'est une matrice, c'est quelque chose qui a pu être mis, entre guillemets, aléatoirement, les 13 degrés 20. Pourquoi 13 degrés 20 ? Tout simplement parce que, encore une fois, la Lune. La Lune, eh bien, elle va passer en moyenne 12 degrés de pas, en fait, son pas en moyenne de 12 degrés par jour, et donc 13 degrés 20, eh bien, on est c'est-à-dire que chaque jour, la Lune va passer par un nakshatra, une demeure lunaire différente. C'est pour ça qu'on appelle ça une demeure lunaire. Et l'idée, c'est que 13 degrés 20 fois 27, eh bien, on va être à 360 degrés. Et 27, eh bien, c'est une révolution lunaire. Donc, on retrouve toute cette construction zodiacale faite à partir de la Lune. Faite à partir de la Lune. C'est pour ça qu'on dit que l'astrologie indienne, c'est une astrologie qui est assez proche, en réalité, de la Lune. Qui utilise beaucoup la Lune, comme le faisaient les Chaldéens, l'astrologie babylonienne. Et comme, en réalité, le faisait l'astrologie occidentale.
avant qu'au XIXe siècle, des gens comme Alan Léo fassent en sorte de mettre le soleil au premier rang. Voilà des petites choses sur l'indienne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bien sûr que les nakshatras, chaque nakshatra va être régi par une divinité, mais surtout par une planète. Par exemple, l'ascendant va être ici en balance. On peut dire donc que le natif va être régi par le maître de la balance, qui est Vénus. Donc ici, Vénus est en bélier en maison 7, moi je pourrais dire, bon bah très bien, le natif est quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va vers les autres, qui n'a pas peur de faire face. Mais je pourrais très bien être beaucoup plus précis. Être beaucoup plus précis et utiliser le maître du nakshatra. Ici, l'ascendant est en Chitra. Chitra, déjà, ça donne énormément d'informations. Chitra, ça va être par exemple l'architecte des dieux. Chitra, ça va être tout ce qui touche à la génétique, tout ce qui touche à l'héritage, tout ce qui touche à l'architecture du monde, à l'art, à toutes ces choses-là, à ce qui brille. Et c'est régi par Mars. Et si là on regarde Mars, et qu'on voit que Mars, il est en maison 6, en Poisson, ça n'a plus du tout la même teinte que notre Vénus en Bélier en 7. Vénus en Bélier en 7, on avait une personne assez dynamique, entreprenante, qui allait vers les autres et qui peut-être voulait s'unir à l'autre. Vénus en 7. Ce qui va être vrai dans un second temps, mais c'est pas ça qui va être le plus marquant. Le plus marquant, c'est toujours le nakshatra. Et ici, nous avons donc le Mars qui est en maison 6. Donc le natif va vers la 6. Donc ça veut dire qu'il va vers la maladie, les accidents, les difficultés. Et on a dit que c'était en lien avec la génétique. Et ce natif a un problème d'ordre génétique. Il a un syndrome rare. Un problème avec son code génétique. Il a une microdélétion dans un chromosome. Bon. Eh bien, là, on le voit bien avec Chitra et Mars en 6, c'est-à-dire un problème génétique en lien avec la maladie. Ce qui va être renforcé aussi, bien entendu, par d'autres aspects. Mais on voit ici qu'il y a des difficultés. Et puis, ce Mars, lui, il occupe aussi un nakshatra particulier. Le nakshatra qui s'appelle Uttarabhadrapada. Uttarabhadrapada, c'est un nakshatra en lien avec Saturne. Et c'est un nakshatra en lien avec l'idée de fuir le monde, d'être isolé. Bon. Eh ben, ça va être l'idée que la personne sera isolée du monde, et où est Saturne en maison 4, et il sera protégé par ses parents, parce qu'il a un problème. Parce qu'il a soit une maladie, soit un accident, soit il est infirme, soit il a un problème génétique, comme on l'a dit, etc. Ce qui est le cas. Donc, rien qu'avec l'étude de ces nakshatras, on va vraiment balayer tout ce qui n'est pas essentiel pour se concentrer sur vraiment les choses évidentes vis-à-vis du thème. Même chose, la Lune, on a dit qu'elle était en chute, en Scorpion. Cette Lune, elle est donc un petit peu affaiblie. La Lune, eh bien, elle va être dans un nakshatra également régi par Saturne, qui va être en maison 4. Donc, la Lune, ici, c'est l'idée c'est les besoins. Et les besoins, comme elle est en chute, qui ne sont pas nourris. Les besoins ici qui sont vraiment insatiables. Et, eh bien, ça peut être un besoin en lien avec Saturne en 4. Donc, en lien avec un véhicule. C'est une personne donc la maison 4 qui régit les véhicules en astrologie indienne, comme Vénus. Donc, ça peut être une personne qui voudrait conduire, mais qui ne peut pas. Et du coup, c'est quelque chose qui l'angoisse, c'est quelque chose qui l'inquiète, c'est quelque chose dont il est triste. Et c'est effectivement le cas. La maison 4, ça peut être tout autre chose. Ça peut être le logement. C'est une personne, on pensait qu'elle ne vivrait jamais seule, parce que c'est une personne qui est handicapée.
Et ça s'est fait au fur et à mesure. Et de fil en aiguille, cette personne, avec l'âge, a appris, bon, même si elle est toujours surveillée, à vivre seule. Saturne en maison 4, en domicile, qui est quand même là, avec du temps parce que c'est Saturne, rétrograde en plus, mais ok, on parvient à faire quelque chose de cet ordre-là. Et ça a énormément inquiété, ça a été des demandes récurrentes du natif vis-à-vis de ses parents. Et puis, la maison 4 et Saturne, bien entendu, ça va nous renseigner évidemment sur le père. La maison 4 va régir les parents. Quand vous avez Saturne ou le Soleil sur la maison 4, ça va être en priorité le père. Si vous avez Vénus ou la Lune en maison 4, ça va être en priorité la mère. Et donc, Saturne en maison 4, ça peut être ici une difficulté vis-à-vis du père, bien entendu. Si on voit que Saturne est dans un nakshatra du Soleil, donc Saturne le père dans un nakshatra du Soleil, le père, et que ce Soleil est en 8, on peut ici prédire la mort du père à un moment donné dans l'existence. Et cette mort du père fera en sorte que ça a complètement plombé le moral, voire un petit peu entre guillemets rendu fou le natif, puisque la Lune dépend de Saturne, donc du père, qui dépend de Soleil en 8, et le Soleil dépend de la Lune dans son nakshatra. Donc ici, il y a une boucle. Et c'est vraiment comme ça qu'on va traiter l'astrologie indienne lorsqu'on fera de l'interprétation statique, comme on vient de le faire ici. C'est-à-dire qu'on regardera, on jonglera un petit peu avec les nakshatras jusqu'à créer des boucles pour voir les liens entre les choses. Et là, le père, littéralement, Saturne en 4, mort, Soleil en 8, créera une grande difficulté psychique vis-à-vis du natif. Et ce qui est intéressant, c'est que peu de temps après le décès de son père, le natif a commencé à faire de la schizophrénie. Voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne très très bien, ces nakshatras. Alors bien entendu, si vous voulez travailler, par exemple, maître de 1, Vénus, Vénus, elle est en 7 avec Mercure, elle est au carré des nœuds, etc. Bien sûr, ça va être parlant. Bien sûr, ça va être parlant. Le fait que Vénus maître de 1 soit au carré des nœuds, je me méfierais comme de la peste des périodes où les nœuds lunaires seront activés. Puisque le carré des nœuds sur le maître de 1, avec une personne qui est autant fragile, sont des périodes qui vont être redoutables de dangerosité. Donc on fera évidemment attention à ces périodes-là, bien sûr. Donc voilà un petit exemple d'interprétation très modeste avec l'astrologie indienne pour voir un petit peu le degré de profondeur qu'on peut atteindre avec l'astrologie indienne. Également, on peut, et ça c'est très peu utilisé, ça va être les titis. Les titis, ce sont les phases lunaires. Là, vous voyez que le natif est né durant la pleine lune, c'est-à-dire le 15e jour de lune croissante, donc la pleine lune. Et quelques heures après, la Lune sera donc à 22 et quelques, 23 degrés, qui rejoindra donc le Soleil. C'était donc le jour de la pleine Lune. Ça a une signification sur le natif. Ça va être régi également par une planète. Et donc ça va être très intéressant d'étudier également cela. Et d'étudier la planète qui seront en lien avec ce titi. Par exemple, pour la pleine Lune, c'est Saturne. Et Saturne sera en maison 4. Donc il y aura encore un lien très fort à Saturne. Donc Saturne tend à être la planète ici à regarder en priorité. D'autant plus que Saturne, et là je vais parler donc des aspects, Saturne aspectera l'ascendant. On voit ici que Saturne est à 0 degré, il est en Capricorne, l'ascendant est à 0 degré, il est en Balance. Eh bien Saturne est au carré de l'ascendant, ici. Au carré de l'ascendant. Donc forcément, il vient, et puis de manière partile, c'est-à-dire de même degré. Donc ce Saturne, il vient ici profondément marquer de son empreinte le natif. Donc ça, c'est très intéressant de regarder ça. Alors, je vais parler de Saturne juste après. Je vais d'abord faire un petit topo sur les aspects. Nous avons en astrologie indienne 3 sortes d'aspects. Les aspects Parashara, qui sont des aspects qu'on peut catégoriser de 2 sortes. Les aspects simplifiés, que vous retrouverez partout sur Internet, à savoir que Saturne aspecte
le 3e signe compté de lui-même, le 7e, le 10e, et c'est ce que vous retrouverez en petit juste ici, donc en bas des cases. Que Jupiter aspectera les signes de même élément, il est en Gémeaux, donc ici il va aspecter la Balance, il va aspecter le Verseau. Que toutes les autres planètes vont aspecter les signes opposés, et que Mars va aspecter le 4e signe compté de lui-même, le 7e et le 8e. Bon. Ça, c'est les aspects simplifiés, qu'on appelle les aspects de Parashara. Mais nous avons aussi les aspects de Parashara traditionnels, tels qu'ils existent dans le livre du Brihad Parashara Orashastra. Et donc ça c'est ce que vous retrouverez sur des grands logiciels comme le Parashara Lite, mais pas besoin de l'acheter puisque avec Mathieu de Olympia, on a fait en sorte de les ajouter, ces aspects-là, et c'est ce que vous retrouverez ici. Voilà. Donc par exemple, on peut dire que, alors je vais prendre un exemple qui va être parlant, voilà. Dans les aspects Parashara, Saturne et Vénus n'ont pas l'air de s'aspecter. Eh bien, pourtant, lorsque vous regardez ici, vous voyez que Saturne, aspecte Vénus de 3/4. Donc c'est quand même très fort. Ça veut dire que Saturne a un impact grand sur Vénus, en fait. Et ça, c'est pas du tout à négliger dans l'interprétation, puisque les aspects Parashara, ça va être l'emprise, l'influence de la planète sur une autre. Donc si c'est une planète amie, sympathique, si c'est une planète ennemie, un peu moins. Voilà pour les aspects Parashara. Donc évidemment, là je suis pas rentré dans les détails, mais si vous voulez, toutes les planètes, vous voyez, vont être en lien et vont avoir un score. Voilà. Donc ça va être fondamental à comprendre. On a les aspects Tajika que vous connaissez, qui sont en fait les aspects occidentaux, classiques. Alors on aurait pu aussi, effectivement, ajouter les transsaturniennes. Alors on ne le fait pas traditionnellement, mais ils existent quand même. Je veux dire, on peut tout à fait les ajouter. Mais ils ne vont pas être utilisés dans l'astrologie traditionnelle, en tout cas indienne. Et donc ces aspects Tajika sont les aspects classiques de conjonction, d'opposition, de sextile, de trigone et de carré. Donc ça va être des choses simples. Hein. Donc le carré, ça va être un aspect de Mars, l'opposition un aspect de Saturne, etc. Donc un aspect séparant. Trigone, un aspect de Jupiter. Sextile, un aspect de Vénus. Conjonction, un aspect de Mercure. Donc ça c'est très classique, c'est ce qu'on a en Occident. Et en fait, le Tajika, c'est quoi? C'est une importation de l'astrologie arabo-perse qui découle du XIVe siècle. Et avec cette astrologie Tajika, dont les aspects carrés, etc., on va également les utiliser dans la Révolution. Et puis nous avons les aspects de Jaimini, où vous voyez là les aspects, donc ici ça change, donc là par exemple en Verseau, il y a Jupiter qui aspecte le Verseau avec Parashara, et là vous avez plein d'autres planètes qui aspectent le Verseau en Jaimini. Jaimini, c'est toute une école particulière qui considère les aspects de signe à signe, ou de constellation à constellation, si vous préférez le terme. C'est-à-dire que les planètes qui seront dans par exemple, les signes cardinaux aspecteront les signes fixes, les planètes en signes fixes aspecteront les signes cardinaux sauf celui d'à côté, et puis les planètes en signes mutables aspecteront les autres signes mutables. Bon. Voilà l'idée. Mais pour faire simple, on va se limiter au Parashara et au Tajika. Jaimini, c'est des systèmes très particuliers. Nous avons également ces périodes de vie. Donc, quand dans les vidéos je vous parle de vos périodes planétaires, c'est de ça dont il s'agit. C'est le Vimshottari Dasha. Vimshottari Dasha, Dasha l'époque, Vimshottari de 120 ans, les périodes de 120 ans, c'est la vie. C'est le déroulé du karma. Si vous voulez, tout ce que vous voyez dans le thème natal, ce sont vos promesses de thème. Et toutes ces promesses de thème, vont se dérouler, non pas au même instant, heureusement, sinon on n'en finirait pas, mais vont se dérouler
exactement comme un DVD que vous mettez dans le lecteur DVD. Et puis, donc, chapitre par chapitre, de fil en aiguille, l'histoire se déroule. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le Vimshottari Dasha, qui est un des grands systèmes de datation. Il en existe 42 en Inde, à peu près. Et le Vimshottari Dasha en est un. Et c'est un des systèmes qui fonctionne le mieux. Bon. Il est construit en fonction, donc on a tous un différent, il est construit en fonction de l'emplacement de la Lune dans un nakshatra. Par exemple, ici, nous avons une Lune dans un nakshatra de Saturne, nous savons que la personne va naître dans une grande période de Saturne. Donc ici, la grande période de Saturne a commencé il est né en juin 90, donc juin 90, c'est ici, donc il est né en Saturne nord. Donc comment c'est construit? Tout simplement, eh bien, le logiciel vous le montre. En fait, on va prendre le tout début, comme si la Lune venait juste d'entrer dans Anuradha, donc comme si la Lune, elle était à 3 degrés 20 d'Anuradha, donc Anuradha fait 3 degrés 20 Scorpion, 16 degrés 40 Scorpion. Donc on va considérer que la Lune est à 3 degrés 20, ce qui était 15 ans avant la naissance du natif. Et la Lune à 13 degrés 50, eh bien, ça nous vient ici à Saturne Rahu. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est en fonction, les sous-périodes, ça va être en fonction du découpage, du temps qui reste à parcourir, tout simplement, pour que la Lune sorte du nakshatra. Donc là, le natif est né à la fin du nakshatra d'Anuradha. C'est normal, donc à la fin de la période. C'est normal parce que le Anuradha finit à 16 degrés 40. Et là, il est à 13 degrés 50. Donc il ne reste pas beaucoup. Donc 4 ans après, il est passé en Mercure, tout simplement parce que ça suit les nakshatras. Après les nakshatras de Saturne, ce sont les nakshatras de Mercure. Et puis ensuite, on recommence dans les signes de feu, donc constellation de feu, avec le Ketu. Donc Ketu, ce que vous retrouverez là, Ketu, puis Vénus, puis le Soleil, puis la Lune, puis Mars, puis le nœud nord, puis Jupiter, et puis encore une fois Saturne et Mercure, et on recommence notre cycle. Donc voilà comment ce système des périodes planétaires est construit. Évidemment, dans une grande période de vie, là vous avez vu, ça dure longtemps. Celle qui dure le moins longtemps, c'est le Soleil qui va durer 6 ans. Celle qui dure le plus longtemps, c'est Vénus qui va durer 20 ans. Et donc forcément, il peut se passer même en 6 ans, hein, tout est son inverse, c'est son contraire. C'est la raison pour laquelle nous avons des sous-périodes qui viennent déjà nous donner un découpage intéressant. Si je prends les périodes du Soleil, par exemple, une période de 6 ans, Soleil, vous voyez, c'est de juin 2038 à octobre 2038. On est sur moins de 4 mois ici. Donc déjà, on peut faire des choses intéressantes. Même chose ici, d'octobre 2038 à avril 2039, on est à peu près sur 6 mois. Bon. Donc vous voyez déjà, avec des petites périodes comme ça, on peut faire des prédictions intéressantes. Maintenant, sur des grandes périodes comme celle de Vénus, bon, on est quand même sur 3 ans et demi. C'est un peu long encore. Donc on peut tout à fait affiner de nouveau. Vénus. Donc Vénus. Donc là, on est non plus entre juin 2018 et octobre 2021, on est entre juin 2018 et janvier 2019. Donc là, on est à 6 mois près. Même chose, Vénus, Soleil, on est de janvier 2019 à mars 2019, on est à 2 mois près. Voilà. Donc voilà comment on peut affiner. Ensuite, on peut évidemment affiner encore avec ce qu'on appelle ici Sukshma Dasha, donc le 4e période. Et puis, si vous cliquez encore une fois, eh bien, vous avez ce qu'on appelle Prana Dasha, c'est-à-dire en fait la 5e période, où là, vous êtes, si c'est Vénus, donc la plus longue, vous pouvez être, voilà, à 1 semaine près, 2 jours près, 3 jours près, 2 jours près, etc. C'est très peu utilisé puisqu'il faut 1 heure rectifier déjà, ça c'est obligatoire. Et puis ensuite, on a d'autres techniques qui permettent de remplacer ces pranadashas. Alors vous pouvez les utiliser si ça vous chante, mais il y a un grand risque d'erreur puisqu'il faut 1 heure absolument sûre et certaine.
Donc déjà, souvent, alors les astrologues vont se limiter à la période sous période, et puis moi je vais m'arrêter plutôt à l'interpériode, donc troisième période. Et puis, si c'est pas suffisant, par exemple, si on est sur Vénus, par exemple là, on est sur voilà, du juin 2018, janvier 2019, on peut accentuer avec les révolutions lunaires. Alors sur Olympia, on n'a pas encore la révolution lunaire, elles sont sur Astroinde, voilà, il n'y a pas de souci, elles sont sur Astroinde. Donc si je mets par exemple un thème, vous avez ici un thème au hasard, et vous avez la révolution solaire, on en parlera juste après, et vous avez ici les révolutions lunaires. Hein. Donc là, ça vous permet de prédire à 27 jours près, tout simplement. Donc on est sur quelque chose de très commode. Et puis nous avons aussi le thème quotidien qui permet de prédire au jour près. Alors là, on a travaillé avec Philippe pour avoir un thème rond, parce que c'est plus commode, puisque habituellement on fait ça avec un thème rond, et c'est plus facile pour voir les angles, tout simplement. Mais ça, c'est une question d'habitude. Je m'attarde pas là-dessus, puisque c'est des techniques très spécifiques pour vous montrer qu'elles fonctionnent également en astrologie indienne, les révolutions lunaires, le thème quotidien, et puis évidemment les révolutions solaires. Révolutions solaires, elles vont exactement de la même manière qu'en Occident, eh bien, nous permettre de prédire sur un an, tout simplement, en utilisant l'ascendant profecté en priorité, les maîtres des périodes sous périodes en priorité et l'ascendant en priorité. Et c'est tout, et le maître de l'année. Donc ça va être exactement la même chose qu'en Occident, mais il existe également. Également, nous pouvons utiliser les transits, mais pas de n'importe laquelle des manières. Par exemple, nous avons des transits qui fonctionnent très bien, ça va être les changements de période. Par exemple, si je veux savoir ce qui va se passer en 2038, entre 2038 et 2044, grosso modo pour le natif, je vais cliquer sur le ciel au moment où il va changer de période. Et ici, je vois que à 48 ans, le soleil sera dans sa maison 9. Bon, très bien. La maison 9, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement un voyage. Ça peut être une période de voyage. En plus, il est avec le nœud nord qui régit l'étranger en maison 9, ça peut être une période, oui, où il rencontre des étrangers. Bon, où il voyage. Ça peut être ce genre de choses. Il est amené à bouger. Mais ça peut être aussi, puisque le soleil est dans un nakshatra de Mars, et que Mars est en chute en 10, un arrêt, maison 9 comptée de la 10, un arrêt du travail. Une limitation dans le travail ou un arrêt de travail. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement. Et quand aura lieu l'arrêt de travail, ben, en priorité, en soleil Mars. Entre avril de 39 et août 39. Pourquoi? Parce que soleil dépend de Mars, et c'est le Mars qui indique le travail. Donc il faut qu'il y ait une connexion entre les deux pour qu'il y ait arrêt de travail. Donc là, le soleil Mars va pouvoir donner ça. Alors ça pourrait être aussi soleil, Mars. Soleil, Mars. Et c'est là que je vais regarder les deux dates, les deux transits, pour voir lequel va être le plus à même de me donner l'arrêt de travail. Et je regarderai aussi, si c'est pas la même année, les révolutions solaires, pour voir laquelle me donnera un arrêt de travail en priorité. Donc voilà des petites choses très très simples qu'on peut faire avec l'astrologie indienne. L'astrologie indienne va également utiliser les techniques occidentales. Des transits qui fonctionnent, ce qu'on appelle des stations, c'est-à-dire quand les planètes tendent à s'arrêter pour rétrograder, ou lorsqu'elles ont rétrogradé, tendent à s'arrêter pour repartir en course directe. Et lorsqu'elles s'arrêtent sur un point précis, eh bien ça va créer des événements, ça va impliquer des événements importants. Par exemple, j'ai dans ce thème, alors qu'est-ce que j'ai ? Voilà, le 31 décembre, donc de cette année, j'ai Jupiter qui stationnera à 11 du Bélier, donc ici. Donc 11 du Bélier, on est particulièrement sur Vénus, Bélier. Donc ici, ça va pouvoir concerner des choses en lien avec Vénus. Vénus, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le corps, comme on l'a dit, parce qu'elle est maîtresse de 1. Et Jupiter, lui, est maître de 6. Ça peut être un nouveau problème de santé,
par exemple. Ça peut être aussi, puisque Jupiter est maître de 3, un déplacement. Un déplacement qui fera en sorte qu'il y aura un accident vis-à-vis du corps, parce que Jupiter est maître de 3 et de 6, donc déplacement accidentel. Hein, ou des déplacements par rapport à une maladie. On peut être par exemple à un autre endroit, à un hôpital, ou ce genre de choses. Tout ça, ça peut tout simplement avoir lieu, tout simplement, durant cette station qui a lieu jusqu'à la prochaine station de même nature. Bon, ça peut être des choses comme ça peut être aussi un couple. Hein. Jupiter qui arrive sur Vénus, ça peut donner du couple, une nouvelle personne. C'est possible. Et pour trancher, il va falloir regarder d'autres techniques, et c'est en synthétisant les différentes techniques qu'on va pouvoir dégager nos hypothèses qui sont fausses, et puis garder celles qui nous paraissent vraies. Et puis la deuxième chose, ça j'en ai déjà fait des lives, ce sont les éclipses, et quand les éclipses vont toucher des points, comme ici nous avons l'éclipse du 28 octobre qui était à 10 du Bélier, qui touchera donc également cette Vénus, donc particulièrement ici, soit le domaine sentimental, soit le corps, eh bien ça touchera particulièrement entre octobre et avril 2024, donc date de la prochaine éclipse de même nature. Et comme on a vu Jupiter ici de 31 décembre, donc à avril, date de la prochaine éclipse, on sait que début 2024 jusqu'à avril, eh bien ça va être activé, et donc on va pouvoir surveiller le corps ou surveiller le domaine relationnel. Voilà, tout simplement. Et on a ici des choses qui sont relativement simples à travailler. Alors je regarde si ça enregistre toujours. Ouais, normalement c'est bon. Ok. Ça a fait un bruit bizarre, mais normalement c'est bon. Voilà. Donc je voulais vous partager les divisions zodiacales, voilà, qui sont ici. Donc on va voir les divisions zodiacales maintenant. Voici les divisions zodiacales qui sont tout simplement le zoom sur les différents domaines de vie. Tout simplement. Donc le plus célèbre, c'est le D9. Le D9, c'est le thème complémentaire qui est fait pour valider certaines hypothèses de base qu'on aurait avec le thème de naissance. Et puis c'est évidemment aussi le zoom sur le domaine sentimental. Voilà. Et on va étudier les luminaires pour voir si la personne est plutôt à l'aise en couple ou pas. Ou si elle est malheureuse ou pas vis-à-vis du couple. Le D3, ce sera pour l'étude de la fratrie, le D7 pour les enfants, le D12 pour les parents. Donc, par exemple ici, on voit que Saturne était en chute en maison 1 et que Saturne est en maison 4 dans le thème natal. Donc on voit que Saturne qui était en 4 qui enseignait sur le père et ici qui se retrouve en chute dans le D12. Donc il y aura beaucoup plus une difficulté vis-à-vis du père et vis-à-vis du véhicule, Saturne en 4, que peut-être vis-à-vis du logement. Voilà, parce que là le logement, Saturne est en maison 4. Donc il est en domicile en plus. Donc il n'y a pas de souci au niveau du logement vis-à-vis de ce natif. Par contre, il y a gros souci au niveau des parents et d'un véhicule. Il n'y a pas de véhicule et il n'y a plus de père. Tout simplement parce que Saturne est en maison 4, donc il va renseigner sur plusieurs choses de la maison 4. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est le véhicule? Est-ce que c'est le domicile? Eh bien, les divisions vont nous permettre de trancher la question. Et ça, c'est vraiment précieux comme point, comme clé, c'est vraiment très pratique. Ça fait partie des secrets de l'astrologie indienne. Donc voilà pour les divisions. Alors même chose avec les parts. On a rajouté les parts du natal. Bientôt on rajoutera les parts sur les révolutions et le thème horaire. Mais on a aussi donc toutes les parts traditionnelles qu'on a rajoutées avec Mathieu. Donc par exemple pour parler des amis. Donc là on voit que la part des amis sur ce natif est à 16 des poissons. 16 des poissons, on est ici. On a 16 des poissons, on n'a pas vraiment d'aspect très très proche dessus. On a quand même un aspect de Jupiter, bon, on peut éventuellement le prendre en compte. Jupiter qui peut quand même donner des amis, et puis Mars qui peut faire en sorte qu'on peut être un petit peu trahi de temps en temps par des amis. Ça peut être la part des actes qui renseignera sur la nature du travail. Donc ici 13 du lion.
13 du lion, on a particulièrement un aspect de la lune ici sur donc à 13 scorpions sur 13 du lion. Donc la lune ici qui est en chute. Donc ça peut être effectivement des emplois qui vont demander beaucoup d'instabilité, qui vont être changeants, qui vont avoir une grande répercussion vis-à-vis du natif. Ça peut être éventuellement des choses en lien avec des fluides, en lien avec des liquides. Il travaillait à un moment donné, par exemple, dans une crèmerie. Donc voilà, la lune. Donc il y a des choses vraiment de cet ordre-là, assez intéressant à étudier avec ces parts. La part des frères, par exemple, à 19 Gémeaux, donc là on voit que la part est aspectée donc par son dispositeur, par Jupiter, donc peut-être qu'à un moment donné le frère peut être important dans l'existence du natif, en tout cas qu'il y en a au moins un. Donc voilà, tout ça va permettre des choses intéressantes, tout simplement, vis-à-vis de la question, vis-à-vis du thème. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Révolution solaire, on a vu. Les thèmes, thème d'astrologie mondiale, hein, et puis en même temps thème horaire. Donc tout simplement, voilà, on me pose une question, vais-je rencontrer Germaine? Je vais tout simplement dresser un thème au moment où j'ai été impliqué par la question. Je mettrai l'endroit où je me situe, donc Rennes. Voilà, et puis je dresserai le thème pour Rennes, aujourd'hui, le 15 novembre à midi 27, et puis je dresserai le thème. Alors, est-ce que le maître de 1, Jupiter, rencontrera Mercure, maître de 7? Si oui, tant mieux, sinon c'est un peu compliqué. Là, je vois que le maître de 1 est quand même en maison 5, qui peut quand même signer le début d'une relation sentimentale, mais que Vénus, significatrice générale des amours, est en chute, donc ça c'est quand même pas terrible. Donc s'il y a début d'une relation, ça peut être retardé avec la rétrogradation, le nœud nord qui est lui source de séparation dans les thèmes horaires. Donc bon, voilà, on a quand même des choses qui sont pas terribles ici, donc on dirait plutôt que c'est négatif, évidemment avec ce thème d'exemple. Donc voilà les thèmes horaires qui peuvent aussi servir de manière très logique et très simple pour répondre à des problématiques très très précises rencontrées au quotidien. Donc voilà, grosso modo, un petit ABC de ce que vous pouvez trouver en astrologie indienne. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses. J'aurais pu vous parler des forces planétaires, j'aurais pu vous parler de l'Ashtaka Varga, donc l'astrologie dite numérique, j'aurais pu vous parler de différents systèmes comme le système de Krishnamurti Padati, j'aurais pu vous parler du système de Krushna, j'aurais pu vous parler de plein de choses différentes. Mais j'ai voulu vraiment ici m'en tenir à l'essentiel, à ce qu'on a mis pour l'instant sur le logiciel Olympia pour vous présenter un petit peu tout ce qui se fait de mieux en réalité, tout ce qui fonctionne vraiment bien en astrologie indienne. Et c'est principalement comme ça que je vais utiliser moi l'astrologie indienne au quotidien dans mes consultations, sachant que je vais les utiliser, alors sauf si on me demande de faire que de l'indienne, sinon je vais pas avoir d'état d'âme, je vais prendre l'occidentale, l'indienne, l'uranienne, et puis je vais pouvoir m'amuser un petit peu à condenser, à synthétiser tous ces systèmes pour donner quelque chose au plus proche de la vérité. C'est pour ça que je vous partagerai d'autres vidéos sur l'occidental et sur l'école de Hambourg, l'uranienne également. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'apprendre l'astrologie indienne. Si tel est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Vous avez le canal Telegram où j'envoie des petits podcasts pour apprendre l'astrologie gratuitement. Vous avez une inscription à ma newsletter, le journal, où je vous envoie un mail, alors 3-4 fois par semaine. J'écris beaucoup parce que c'est ma manière, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à vous partager que voilà, c'est ma manière de vous partager tout cela. Vous avez également, quand vous êtes inscrit à la des promotions sur mes formations, sur les cours, donc c'est tout bénef pour vous. Et puis vous avez également un lien vers les magazines Cosmos pour lire un petit peu de la littérature. Donc il y a 3 magazines sur l'astrologie qu'on avait mis en place avec d'autres astrologues. Je vous invite à cliquer sur les liens pour vous pour lire tout simplement, pour découvrir ces magazines. Et puis je mettrai également le lien de l'école si vous désirez vous former. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager à vos proches, à des personnes qui seraient susceptibles d'aimer ce genre de vidéos sur l'astrologie indienne. Et puis je vous dis à très vite pour l'ABC de l'astrologie occidentale et de l'astrologie de l'école de Hambourg. À très bientôt, bye bye.